je vous souhaite la bienvenue. Et merci, je suis très heureuse d'être avec vous et je suis contente de vous parler de ce que je fais, de mes livres, voilà. Romancière, nouvelliste et essayiste, vous avez écrit de nombreux livres dans presque tous les genres. Officière de l'Ordre national du Québec, vous êtes l'une des fondatrices du Parlement des écrivaines francophones. Vous avez été distinguée par de nombreux prix, parmi lesquels le prestigieux prix du Québec, Georges-Émile Lapalme 2018, et en 2020, le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Nos échanges vont essentiellement tourner autour de votre ouvrage des littératures de l'intranquillité, essai sur les littératures francophones, paru en 2023 aux éditions Cartala. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans cet essai, vous donnez un aperçu des pistes à explorer dans le domaine des littératures francophones, notamment en ce qui concerne le traitement des langues et les perspectives narratives. Qu'est-ce qui vous a fait aller dans ce sens et non dans un autre? En fait, je me suis intéressée aux littératures francophones depuis très longtemps parce que, j d'abord, je me suis spécialisée en littérature française, j'ai fait mon doctorat en littérature française et ensuite mais en même temps, je m'intéressais beaucoup à la littérature québécoise et c'est à travers la littérature québécoise que je me suis intéressée aux littératures francophones. J'avais fait un ouvrage sur la revue Parti pris qui était une interrogation dans les années 1960, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est une interrogation sur la place de l'écrivain dans la cité. Donc, cette place de l'écrivain dans la cité est aussi une question sur qu'est-ce que signifie écrire en français quand on est en dehors du centre, enfin en dehors de, on pourrait dire de l'Hexagone. Nous sommes quand même au Québec une majorité au Québec, mais une minorité en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être une des littératures de langue française en dehors de la France? Et j'ai ensuite élargi mon champ de recherche. On a eu beaucoup de plusieurs rencontres, plusieurs événements communs avec la Belgique et ensuite avec l'Afrique, avec le Sénégal. Et donc, petit à petit, comme ça, disons que j'ai agrandi mon champ de recherche et je trouve que c'est fascinant de s'intéresser à ces littératures de langue française qui sont chacune très différentes. Et en fait, il faut dire que le statut de la langue française est très différent selon les pays. Oui. Mais quand même, les écrivains qui font partie de ces littératures ont quand même des points communs et ce sont ces points communs que j'ai essayé d'examiner, de montrer, mais toujours selon les particularités de chaque auteur et de chaque littérature. Je veux dire, il y a pas une seule littérature francophone. Mon titre est pluriel parce qu'il y a des littératures francophones. Voilà. Justement, vous parlez dans votre ouvrage des littératures francophones et parlant justement de ces littératures, vous utilisez le concept de littérature de l'intranquillité. Comment définissez-vous la littérature de l'intranquillité? Ouais, c'est très intéressant parce que c'est un concept que j'ai emprunté à un traducteur de Pessoa, l'écrivain portugais qui a écrit le livre de l'intranquillité, mais le mot même d'intranquillité, c'est une traduction. Et donc, ce mot-là, je crois que il s'attribue bien, convient bien à la description des littératures de langue française hors de France, parce que ce sont des littératures pour lesquelles rien n'est acquis au départ. Elles doivent tout inventer. L'écrivain doit inventer sa langue d'écriture dans un contexte toujours multilingue, quel que soit le statut de la langue, il est en contact ou le français est en contact ou en concurrence avec d'autres langues. Et puis, il doit aussi inventer, il s'adresse toujours à un double public, son public immédiat et un public plus lointain des lecteurs francophones. Donc, il doit tout inventer. Il doit inventer aussi les conditions de son apparition au monde parce que, au bout du compte, il y a aussi la question de la diffusion euh, qui est jamais évidente. Donc,
l'écrivain se trouve pris, enfin, se trouve condamné à l'invention, ce qui est une bien douce condamnation. Il doit inventer sa langue d'écriture, il doit inventer les conditions de son apparition au monde. Et tout ça, c'est ce que chaque écrivain doit faire d'une certaine façon. Mais chez lui, la nécessité est peut-être plus évidente. Et c'est en cela que je dis, moi, que la condition de l'écrivain francophone est exemplaire de la condition de tout écrivain. Voilà. Alors, dans votre ouvrage, vous semblez approuver le manifeste littérature monde en français, mais vous nuancez également hein, en opposition au terme de littérature francophone, emprunt encore de clivage. Quelle est la problématique que soulèvent ces notions, littérature monde en français, littérature francophone? Ouais, on a eu toujours beaucoup de mal à désigner la littérature francophone et on les a appelées tour à tour des littératures périphériques, puis ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis ensuite, des littératures mineures au sens donné par Deleuze et Guattari à cette notion de littérature mineure, c'est-à-dire des littératures qu'une minorité fait dans une langue majeure. Et ensuite, on les a appelées des littératures de l'exiguïté, mais enfin, on se réfère beaucoup à Kafka, mais Kafka, lui, parle plutôt de petites littératures, des littératures qui appartiennent à une communauté qui n'est pas trop largement diffusée, etc. Donc, moi, je trouvais que les tranquillités convenaient mieux à à ces littératures-là, le concept de tranquillité, et quant à la notion de littérature monde en français, Oui. elle a été proposée en 2007 lors d'un manifeste au moment, pour dire qu'il n'y a plus de la francophonie et que la francophonie existe aux quatre coins du monde et puis qu'il n'y a qu'une seule littérature en français. Et tout ça, c'était la preuve de cela, c'était que les prix littéraires de Paris avaient été cette année-là octroyés à des écrivains d'origines diverses, mais publiées en France dans les grandes maisons d'édition françaises. Alors, c'est un peu, je trouvais que c'était, moi je trouve que c'est un peu vite faire l'impasse sur les littératures francophones comme telles, les situations d'émergence de ces écrivains, etc. Et la francophonie, justement, pour nous, c'est pas juste ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe dans tous les pays où on parle et où on écrit français. Donc, j'étais un peu sceptique par rapport à cette notion de littérature monde en français, bien que, évidemment, chaque écrivain écrit pour le tout monde, pour reprendre une expression de Glissant, et Oui. que le tout monde parle en français. C'est le but de tout écrivain d'avoir un public aussi large que possible. Mais il doit en même temps décrire sa situation, partir de son lieu et pour aller vers un plus vaste lieu. Disons qu'il y a toujours une sorte d'aller-retour ou de va-et-vient entre le lieu d'origine et un lieu plus large qui est le monde. Pour tout un écrivain s'adresse toujours au vaste monde. Merci. Alors, je trouve que c'était un peu vite dit, une littérature monde en français, parce que les littératures francophones existent, elles ont leurs particularités, leurs singularités. Et je Oui. pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça. C'est ça. Alors, parlons maintenant de la création littéraire francophone. En tout cas, on s'aperçoit que votre essai est un ensemble de réflexions et une synthèse de vos travaux scientifiques sur les textes francophones euh, en tant qu'acte créatif. Alors, comment se construit, bon, vous êtes aussi romancière, mais comment se construit le texte francophone dans un contexte de diversité linguistique ou de minorité linguistique? Ouais, ben justement, comme on pourrait dire, une négociation constante entre, disons, une langue lisse
oui, et on pourrait dire normatives, normées et les particularismes locaux. Ça peut être comme chez nous des variantes du français tout simplement, des niveaux de langue différents ou oui, alors, dans d'autres lieux, le contact avec cette langue, la langue française comme aux Antilles et le créole, et cetera. Et donc il faut faire advenir cette forme de multilinguisme oui, dans le texte en langue française. Alors, les écrivains sont obligés de trouver leur propre stratégie, surtout dans le roman. C'est surtout le roman, puisque le roman s'appuie sur un postulat de réalité, disons, de oui, vraisemblable ou de oui, réalité. Donc, oui, l'écrivain doit rendre compte de cette réalité complexe, multilingue, etc. Donc, il invente toujours ce que Édouard Glissant appelle des stratégies de détour, comment faire intégrer par exemple, des mots oui, particuliers, du vocabulaire créole, sans tomber dans l'exotisme non plus, sans avoir nécessairement, euh, sans chercher une sorte de, je sais pas, d'exotisme un peu facile. Alors, c'est ce oui, que fait, ce qu'a très bien fait Patrick Chamoiseau oui, avec chacun de ses romans. Il oui, invente de nouvelles façons d'intégrer le créole et dans sa langue française et de montrer que cela existe. Chaque romancier invente pour lui-même sa façon de traiter la langue. Et de toute façon, tout romancier écrit tout écrivain écrit dans une langue autre que sa langue oui, quotidienne. oui, Ça, Proust l'a dit, Flaubert aussi. Mais là, disons que le défi est peut-être un peu plus grand. oui, Et même un poète comme Gaston Miron, le poète québécois, disait, moi, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue. Alors, chez nous, il y a toujours le, disons, le danger de naufrage, c'est-à-dire que, étant donné que nous sommes que 2% de francophones en Amérique du Nord, donc on il faut toujours lutter, enfin, on a un devoir lutter, de voilà. vigilance quant aux Français, donc on a un peu peur du naufrage, mais il s'invente et on est condamné à l'invention dans toute l'étendue de ma langue. Alors Biron lui-même est un exemple de ça. Il a écrit son seul et unique livre, mais qui est très éloquent, qui s'appelle L'homme rapaillé. Donc, il emploie un terme québécois, rapailler veut dire ramasser la paille qui peut encore servir. Alors, et c'est lui-même, il a ramassé son œuvre en un seul bouquin, un seul recueil. Donc, c'est ça, on est condamné à l'invention, ce qui est bien, ce qui est un défi, c'est ce que je nomme la surconscience linguistique de l'écrivain francophone. Dans le discours antillais, encore Édouard Glissant parlait du tourment de langage Oui, qu'éprouvent certaines personnes où la langue est, d'une façon ou d'une autre, une langue est en conflit avec une autre langue, etc. Alors, mais il faut transformer ce tourment de langage en un imaginaire des langues. oui, Il voilà, c'est faut ça. imaginer sa langue. Mm, Voilà. mm, mm. Alors, pour vous qui avez beaucoup travaillé sur ces littératures francophones, est-ce qu'il y a des changements ou de nouveaux éléments qui sont intervenus dans les imaginaires de cette littérature francophone? Et comment se manifeste-t-il? Ben, moi, ce que je remarque, Oui. mais encore là, c'est pas un phénomène uniquement observable dans les littératures francophones, mais Mhm. c'est un phénomène qui a plus d'ampleur, je crois, dans les littératures francophones. C'est Oui. qu'on remet en question la, la notion de littérature même, c'est-à-dire que le roman devient une sorte d'interrogation sur le roman, comment le roman se fait en même temps, il se fait et se défait devant le lecteur qui participe à l'élaboration du roman. C'est en fait les grandes questions, écrire pour qui, pourquoi, qu'est-ce que la littérature, sont présentes dans un roman qui, euh, qui n'est pas une forme achevée, lisse, définitive, etc. Puis en faisant ça, ben, on retrouve une tradition du 18e siècle avec Diderot, Jacques le Fataliste, etc. On a l'écrivain ivoirien Kourouma disait qu'il faut casser le récit en faisant entendre le malinqué en français.
Mais je pense qu'il faut pas casser, il disait casser la langue en Mhm, faisant entendre le malinqué dans le français qu'il utilisait. D'ailleurs, à cause de ça, son livre avait été refusé partout, mais il a été imprimé au Québec comme d'abord. Mais je pense qu'il faut aussi, pour l'écrivain francophone, en ce moment, ce que j'observe, c'est mhm, qu'il y a ce besoin de casser le récit. Ce ne sont pas des récits lisses qui ont l'air de se dérouler tout seuls. Il y a l'intervention du narrateur, dialogue entre le narrateur et le lecteur ou entre les mhm, doubles. On multiplie les doubles du narrateur, de l'écrivain, etc. Et ça, c'est très manifeste dans Un dimanche au cachot. C'est très bien rendu avec le roman de Chamoiseau, mais aussi dans tous les romans québécois plus récents, comme chez Régent Ducharme, mais chez Marie-Claire Blais. Il y a une multiplication des personnages en situation d'écriture qui permettent une forme d'interrogation sur ce qu'est la littérature. Qu'est-ce que la littérature, en fait? Qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que le roman? Et on invite le lecteur à participer à, à cette, euh, à cette interrogation et à ce questionnement. Je pense que ce sont des romans, c'est ça, des romans qui jouent avec les formes. On invente de nouvelles formes de cette façon. Ce sont des romans qui se font sous l'œil, qui ont l'air enfin, qui jouent avec l'idée de se faire et de se défaire sous l'œil du lecteur, ce que j'appelle des romans performatifs, c'est-à-dire mhm, mhm. ils font ce qu'ils décrivent. Oui. Merci Lise Gauvin. Nous n'allons pas parler de la littérature francophone sans faire un clin d'œil quand même à votre dernier roman, publié aux éditions des Femmes en 2022. Et toi, comment vas-tu? C'est ça le titre. Alors, dans ce roman, vous présentez une mère et tout ce qu'elle représente pour sa fille, vous déroulez sa vie, ainsi que des femmes de sa lignée. Finalement, une vie de mère a quoi de particulier? Ben, la vie de mère a ceci de particulier, je crois, dans toutes les générations, c'est que ne s'appartient jamais totalement. Ça, Une mère est toujours toujours, partagée. Dès oui. qu'un enfant naît, que ce soit une fille ou un garçon, la mère est partagée. Mais la vie de mère a beaucoup évolué au cours des époques. La vie de la femme a beaucoup évolué au cours des époques. Mais avant d'en dire davantage, je vais vous dire que ça a été publié, ça ici, c'est sûr, c'est les éditions des femmes à Paris. Je les remercie d'ailleurs. Je suis Ah très oui. touchée qu'elles aient écrit ce livre-là, qu'elle l'ait Oui. publié, mais elle a d'abord été publiée au Québec, aux éditions Le Méac. Et Ah, c'est d'accord. aussi la situation des écrivains francophones qui, encore aujourd'hui, doivent passer par l'édition parisienne ou française pour être diffusés dans le reste de la francophonie. Oui. Donc, c'est ça, c'est la condition. Il faut créer les conditions de son apparition au monde, comme dirait Kundera. Alors, la vie des mères a changé et moi, disons, la situation, c'est qu'une femme assiste à l'agonie pendant 5 jours, veille une mère qui est agonisante et pendant ces 5 jours-là, d'autres femmes de différentes époques viennent lui faire des confidences. Alors, il y a l'époque de la mère, l'époque de la grand-mère, et l'époque aussi, le double de la narratrice, une époque plus récente. Et là, et jusqu'à la, la première, je fais un grand saut dans le temps et je mets l'époque de la première qui est arrivée en Nouvelle-France au 17e siècle. Alors, celle qu'on appelait une fille du roi, parce qu'elle était dotée par le roi pour venir fonder une colonie, là, fonder la Nouvelle-France. Alors, je remonte les âges des femmes, je les présente par fragments au même âge, mais à différentes époques. Et alors, c'est un peu ça, l'histoire des femmes. Et là, j'ai voulu montrer que la situation n'a pas toujours été simple. La situation matérielle a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et Oui. ça, ben, c'est pour le meilleur. Qu'est-ce qui vous a inspiré le titre? Et toi, comment vas-tu? Ah, ben, ce qui m'a inspiré le titre, c'est que c'est la dernière parole que j'ai entendue de ma propre mère. C'est la dernière parole au téléphone que j'ai entendue d'elle. Donc, elle m'a comme donné l'inspiration du roman. Merci.
Voilà. Alors, avez-vous un coup de cœur à partager avec nous? Oui, je vais vous lire la fin, le dernier paragraphe du roman. Oui, Alors, ça explique un peu, ça explique le titre aussi. d'accord. Il y a quelque temps que ma mère est morte. Aujourd'hui, c'est sa voix qui me manque le plus, sa voix calme, posée, dont le début devenait de plus en plus lent au fil du temps. Elle me racontait les menus événements de sa vie, ses démêlés avec les aides-soignantes, les nouvelles entendues à la radio. Et toujours, invariablement, la question: et toi, comment vas-tu? C'est cette parole, la dernière, qu'elle m'a laissée en héritage. Vraiment émouvant. Merci, Lise Gauvin, pour ce temps d'échange. J'espère que nous aurons d'autres occasions pour parler de vos livres, aborder vos travaux, tout ce que vous faites pour mettre vraiment en exergue la littérature francophone. Et merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions.